Les Hésies, en Périgord, surnommés parfois capitale mondiale de la préhistoire. Rien que ça. Il faut dire qu'avec une quarantaine d'abris sous roche comme celui-ci ou de sites ornés, le village est dans ce domaine d'une richesse exceptionnelle. Aujourd'hui, Cap Sud-Ouest vous emmène sur les traces de nos ancêtres en s'intéressant plus particulièrement aux œuvres d'art qu'ils ont produites. Vous découvrirez en avant-première des images exclusives de la grotte de Cussac, le Lascaux de la gravure. Depuis sa découverte il y a 20 ans, personne n'a le droit d'y pénétrer, sauf quelques scientifiques que nous allons suivre. Vous pourrez ensuite admirer le savoir-faire de l'atelier périgourdin Archéos, devenu une référence dans la fabrication de facsimilés. Enfin, nous pousserons les portes du Musée national de la préhistoire. On trouve dans ces collections des objets uniques qui témoignent d'un grand savoir-faire, mais aussi d'une grande sensibilité. Cap sur la Dordogne, l'art préhistorique. Cussac, c'est un merveilleux paradoxe. Un site préhistorique de premier plan pour les spécialistes, mais aussi une grotte totalement méconnue du grand public. Il faut dire que depuis sa découverte en l'an 2000, sur la commune du Buisson de Cadouin, à 30 km de Sarlat, elle a été volontairement tenue loin des regards. Les seuls visiteurs autorisés à y pénétrer sont ces scientifiques dirigés par le préhistorien Jacques Jaubert. Et encore, ils n'ont droit qu'à une vingtaine de jours par an. Jacques, c'est très impressionnant. J'ai l'impression d'assister à une équipe qui se prépare pour une opération. C'est une opération, oui. Chaque rentrée dans Cussac est préparée, programmée, minutée. On passe du monde extérieur au monde intérieur. C'est une opération qui est précise. Alors j'ai vu que non seulement vous remettiez des combinaisons, mais on va jusqu'à désinfecter les bottes, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une grotte ornée de cette nature-là est un milieu qui est hyper fragile. Et à partir du moment où on l'a ouvert, après la désobstruction, on a modifié le milieu, le climat. Et donc, nous, il ne faut pas qu'on rajoute encore des éléments de perturbation qui pourraient modifier son environnement. Beaucoup de précautions. Dis-moi en 2 phrases ce qui justifie ça. Pourquoi Cussac est si exceptionnel pour vous, scientifiques ? D'abord au niveau de l'art préhistorique, un art pariétal, un art de paroi exceptionnel, monumental, et qui a à peu près 30 000 ans. Et associé avec cet art, on a des restes humains, des sépultures qui ont à peu près le même âge, et des dépôts de corps humains ou de squelettes dans une grotte ornée associée aux gravures. C'est unique. Bon voyage dans le temps. Merci. Et je peux pas te suivre, c'est ça ? Non, je suis ça je l'ai vraiment bien désolé. compris. C'est un privilège de scientifique, désolé. La plupart du temps, les gravures préhistoriques sont difficiles à voir, à comprendre. Mais à Cussac, rien de tel. Les œuvres sont spectaculaires, majestueuses. Bisons, mammouths, bouquetins, chevaux, c'est tout un bestiaire qui interpelle le visiteur. Aujourd'hui comme hier. Parle-nous de ces gravures, qu'ont-elles de si exceptionnel ici ? C'est d'abord leur monumentalité, je pense. C'est-à-dire qu'on a des panneaux sur lesquels les animaux sont figurés plus grands que nature, notamment sur ce fameux grand panneau qui se trouve quand même à plus de 300 mètres de l'entrée. On va trouver un très très grand nombre d'animaux superposés avec de grands chevaux, un énorme bison et des mammouths également, notamment un mammouth très original sur ce panneau qui est le petit mammouth strié et des figures féminines qu'on retrouve sur ce
ce grand panneau, et figures féminines qu'on retrouve aussi en d'autres points de la grotte. Ce qui marque aussi, c'est un geste, on a l'impression d'une grande ampleur qui est profond dans la roche. On a comme ça ces grandes figures, pour certaines d'ailleurs, sur ce grand panneau, qui sont faites quasiment d'un seul geste ou d'un seul mouvement, avec des grands plans et des liés. Et ce qui fait qu'il y a vraiment, c'est aussi une des caractéristiques de l'art de Cussac. Aucune équipe de télévision n'a jamais pénétré dans Cussac. Les seules images vidéo qui existent sont celles tournées par le réalisateur Pascal Magontier pour le compte du département de la Dordogne. Un travail d'archivage, un témoignage de l'activité des scientifiques depuis 20 ans, avec des pépites, comme ce récit du spéléologue Marc Deluc, quelques jours seulement après sa merveilleuse découverte. En regardant le plafond, et voilà, j'ai vu quelques griffades. Bon, je me suis dit, c'est peut-être c'est un animal, c'est un blaireau. En scrutant quand même un peu mieux le plafond, je me suis aperçu que c'était pas du tout des griffades, c'était un bestiaire quoi, qui était vraiment bien dessiné. Là, j'ai profité de toutes ces gravures là qui étaient sur ce panneau. Et puis là, bon, là, ça y est, là, l'excitation est montée, et puis j'ai pris conscience vraiment que j'étais dans une cavité tout à fait peu ordinaire, quoi. Cussac est aujourd'hui une référence internationale en matière de conservation. Dès la découverte, les autorités ont pris les bonnes décisions, notamment la fermeture de la grotte. Pour les rares visites des chercheurs, la règle est draconienne. Ne rien toucher, ne rien déplacer. Les scientifiques doivent cheminer dans des tracés balisés, travailler perchés sur des passerelles. Mais c'est le prix à payer pour laisser la cavité dans le même état qu'il y a 30 000 ans. Notamment ces ossements humains témoignant de pratiques funéraires. Parlons de ces dépôts d'ossements humains. Est-ce qu'on est sûr qu'ils l'ont été déposés volontairement? Ça pourrait être aussi un accident, un homme qui meurt à l'intérieur de la grotte. Oui, déjà, le bon terme, effectivement, c'est dépôt. On y tient beaucoup et les anthropologues nous reprennent quand on n'utilise pas ce terme plutôt que inhumation. Inhumation, c'est mettre sous terre. Là, ce sont bien des dépôts de corps ou d'ossements d'ailleurs, qui ont été déposés dans des espaces naturels creusés par les ours, des sortes de nids d'ours qu'on appelle des bauges. Avec le crâne qui a été trouvé ici à Cussac, vous avez reconstitué le visage même de cet homme qui a vécu ici il y a 30 000 ans. C'est phénoménal. Comment on s'y prend pour faire ça? On a des éléments suffisamment précis au niveau de son architecture osseuse. Et on arrive à reconstituer progressivement comme ça une partie, ce qu'on appelle les parties molles, celles qui ont disparu avec le temps. Après, il y a une part d'interprétation, c'est la couleur de la peau. On la connaît à peu près, hein. Les Gravétiens, ils étaient plutôt avec une peau relativement basanée, dans la mesure où l'homme moderne sort d'Afrique, et il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est sorti d'Afrique. Donc il n'a peut-être pas perdu complètement sa pigmentation, et la couleur de cheveux, on la connaît en généralement pas. Nous allons au fond de Cussac, qui est à 1 km de l'entrée. On y va avec des équipements modernes, avec des bottes, avec des lampes, des frontales à plusieurs éclairages. Eux, ils y allaient avec les conditions de l'époque, avec un misérable lumignon, une petite lampe ou une torche. Et franchement, vu les conditions d'accès pour nous, à chaque fois, à chaque pas, on se dit mais comment ils ont fait pour passer là, avec les conditions aussi précaires? Ils étaient incroyablement téméraires, ou alors ils dominaient infiniment mieux que nous ce milieu-là. Et ça, c'est pas impossible. C'est dans cette maison, dans le village des Aisies, que l'équipe des scientifiques installe chaque année sa base arrière. Valérie Ferruglio, en charge de l'équipe art pariétal, utilise les techniques les plus modernes pour analyser les gravures. Valérie, explique-moi ce que tu peux faire avec ces relevés 3D. On peut se placer, par exemple, à l'endroit où le graveur se tenait pour graver,
On peut éclairer également sous des axes qu'on ne peut pas avoir dans la cavité. Donc on peut faire tourner les éclairages et comme c'est de la gravure, évidemment, faire ressortir avec les ombres et les lumières les tracés, même assez ténus. Par exemple, ici, justement, avec la 3D, on peut avoir... il y a une mise à l'échelle possible et donc on peut, comme ici, avoir des mesures. Par exemple, ce bison-là, il fait pratiquement 3,50 m. Donc il est parmi les plus grands, il est à l'équivalent des aurochs de Lascaux, de la rotonde de Lascaux. Dans cette animation, Valérie et ses collègues ont reconstitué la réalisation du panneau de la découverte il y a 30 000 ans. Tout y est, les sources de lumière, la position du graveur, son geste sûr et précis. Reste l'éternelle question. L'émotion que l'on peut ressentir aujourd'hui devant ces œuvres d'art était-elle la même à cette époque ? Alors on peut quand même imaginer que pour eux, c'était quand même encore plus fort que pour nous, puisque nous, on est noyés dans les images. Avoir quelqu'un qui fait naître un bison, où tout le monde reconnaît un bison ou un cheval, ça devait quand même aussi avoir toute cette dimension-là de valeur encore supérieure de l'individu qui est capable de recréer un monde dans un monde fermé aussi noir que la grotte et de recréer un monde extérieur de façon aussi vive. Ça devait quand même les toucher énormément, encore plus que nous, quoi. Pour permettre au grand public d'admirer le patrimoine préhistorique, on privilégie désormais la technique du facsimilé. Direction Montignac, dans les locaux de l'atelier Archéos, où l'on s'affaire actuellement à la reproduction de la grotte Cosquer. Tout commence avec cette immense fraiseuse. Grâce au relevé 3D, on reproduit la forme de la grotte dans ses moindres détails. Les parois en résine deviennent ensuite des écrans de cinéma où l'on projette les photos originelles en haute définition. Lorsqu'on pense facsimilé, on se dit quel travail ça va être de représenter les peintures. C'en est un, mais je découvre que faire une paroi à l'identique, c'est aussi phénoménal comme défi. Voilà, alors la peinture, c'est la cerise sur le gâteau, ça représente 5% peut-être du travail. Mais c'est un ensemble, hein. Il y a le traitement des données numériques, le fraisage, ensuite refaire toutes les petites failles, tous les petits accidents de la paroi, il faut tout refaire à l'identique. Donc retrouver la couleur, mais aussi parfois la texture. Et dans une grotte, il y en a beaucoup de textures différentes. Voilà, particulièrement à Cosquer, on a des parties calcaires qui sont parfois assez tendres. Donc il faut trouver aussi la recette pour que la paroi soit molle, qu'on puisse faire vraiment des tracés digités comme à l'origine. Mais on a aussi beaucoup de calcite. Avec des matières. Donc là, il faut retrouver le brillant, quoi. Voilà, il faut retrouver l'humidité. Ça fait plus de 25 ans que je travaille là-dessus. Mais petit à petit, on arrive à tester des matériaux. Voilà, c'est des recettes qui sont issues de l'atelier. Et qui, du coup, sont ton savoir-faire, votre savoir-faire ici. Voilà, tout à fait. C'est quand même une belle histoire que la tienne, Alain. T'es né, toi, ici, à Montignac. T'as fait des études aux Beaux-Arts, si je me trompe pas. D'ailleurs, tu les finançais en faisant le guide à Lascaux 2, c'est ça? Voilà, je travaillais aussi à Lascaux 2. Mais si on t'avait dit, gamin, qu'un jour tu deviendrais concepteur et réalisateur de facsimilés. C'est vraiment quelque chose qui me fascinait à l'époque. Et puis j'ai toujours entendu parler de Lascaux. Mes parents étaient amis avec l'un des inventeurs. Bon, voilà, quand on est dans Montignac, on est un peu dans le chaudron, quoi. Voilà. L'équipe d'une dizaine de personnes est composée de plasticiens, de décorateurs. Des faussaires de la préhistoire, au profil parfois surprenant. Explique-moi, Rémi, tu as toujours fait ce métier? Non, parce que pas du tout. Ça existe depuis. Tu faisais quoi auparavant? C'est ma première grotte. Avant, je suis du bâtiment. Moi, je suis peintre en bâtiment, décorateur. C'est un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je voulais habiter à Montignac et je voulais faire des grottes. Voilà. Donc 46 ans après, ben voilà, je le fais. Alors ça signifie que tu te retrouves un peu dans la position, entre guillemets, de l'artiste, homme ou femme, qui l'a réalisé. Et ça te permet de comprendre d'ailleurs comment ils ont utilisé la paroi, par exemple pour ce cheval? Oui, pour ce cheval-là, oui, on comprend un petit peu quand on voit les photos. On a des tracés digités un peu partout qui nous laissent comprendre qu'ils ont bien aplani comme il faut avant de dessiner. Ils ont dessiné après au charbon, ils ont étalé le charbon avec les doigts. Alors ça a été fait d'une rapidité, ça se trouve... Ça a été très très vite. Nous, on va prendre plus de temps pour le faire, bien sûr.
Cosquer, situé dans les Calanques à côté de Marseille, est unique en son genre, car son entrée actuelle se trouve à 30 mètres sous l'eau. 1985, le plongeur Henri Cosquer s'aventure dans un boyau sous-marin. Il débouche soudain dans une cavité à l'air libre et découvre stupéfait des centaines d'œuvres réalisées entre moins 20 000 et moins 33 000 ans. Des mains humaines, le traditionnel bestiaire terrestre, mais également, et c'est unique au monde, des animaux marins comme ces méduses ou ces pingouins. Le fac-similé ouvrira en 2022 à la Villa Méditerranée de Marseille. Les visiteurs embarqueront pour une aventure avec l'illusion de partir sous l'eau pour un voyage dans le temps. Et comme pour la réplique de la fameuse grotte Chauvet, on est venu chercher le savoir-faire en Périgord. Quel clin d'œil quand même de l'histoire. Ce Périgord où il y a un tel patrimoine préhistorique est devenu aujourd'hui l'endroit en France, en Europe, où on a le plus grand savoir-faire pour reproduire des facsimilés de grottes. Il y a une autre société ici à Montignac, mais c'est les seuls qui existent en Europe. Exactement, c'est devenu le pôle mondial du facsimilé. On a construit une image de la copie du facsimilé qui s'exporte très très bien, qui s'exporte dans le monde entier aujourd'hui. C'est un motif de fierté quand même pour les gamins de Montignac que vous êtes tous. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se retrouve tous à des endroits à l'autre bout de la France sur des projets comme ça. Et souvent d'ailleurs, on a tous été guides à Lascaux, plus ou moins, à Lascaux 2. c'est assez hétéroclite. Et les gens qui nous regardent en face, ils disent mais vous êtes aussi du Périgord, vous, c'est quoi ce truc Voilà, c'est vraiment très très. Et alors quand on finit par leur dire qu'on est de Montignac, ce village de 3000 habitants ici, alors là c'est vraiment quelque chose de très très étrange pour eux. Ce qui va être vraiment très très important, c'est de retrouver et de sentir la rapidité d'exécution de la figure. L'homme préhistorique qui a fait ça avait une connaissance de l'art, une expérience qui était absolument remarquable. C'était pas n'importe qui faisait ça. Donc ça, il faut le retrouver. L'œil est très important. Là, il faut retrouver la même émotion que celle que l'homme préhistorique a voulu transmettre. Voilà. Votre première œuvre. Le bison 2. Pour Alain, ce jour est un peu particulier. Geneviève Pinson, préhistorienne de renom, membre du conseil scientifique, découvre pour la première fois son travail. Tout à fait en haut, avec le signe à droite. Le signe à gauche aussi avec le bison. C'est chouette parce que ça donne quand même, tu vois, moi je me rends pas compte sur les livres, je me rendais pas compte des volumes. Et notamment, là, tu vois, le bison, il paraissait beaucoup plus plat. Alors que tu as vu, la croupe, elle s'appuie sur un relief. Ah, complètement. Le ventre aussi. À chaque fois, il y a un relief qui joue, soit un effet de creux qui donne l'effet de relief, soit un relief vrai. Chacun peut du coup en profiter, quoi. C'est ça qui est bien. Geneviève, c'était la première fois, si j'ai bien compris, que tu découvrais un panneau terminé. Alors, toi qui es une scientifique, une préhistorienne, tes impressions, c'est quoi ? Moi, je trouve que c'est super d'avoir ça sous la main, parce que, en fait, moi, Cosquer, j'y descendrai jamais. Et donc, ma première confrontation à la réalité de Cosquer, c'est là, aujourd'hui, tout de suite. Waouh. Voilà. Alain, quand même, ça doit faire plaisir d'entendre ça. Ça fait extrêmement plaisir, oui, tout à fait. Cela signifie qu'un facsimilé, ça peut devenir un outil de travail pour les scientifiques ? Ça peut toujours. Moi, j'ai le cas dans un autre site, au Roc aux Sorciers, où le fait de pouvoir toucher la copie m'a permis de déceler des détails que je ne peux que voir et pas bien saisir sur le site original. En 1979, la vallée de la Vézère a été classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il faut dire que la moitié des objets préhistoriques trouvés en France l'a été en Périgord. Retour au village des Aisies, où Éric retrouve Nathalie Fourmand, récemment nommée à la direction du Musée national de la préhistoire. 12 000 objets y sont présentés, 6,5 millions sont stockés dans les réserves. Des collections uniques réputées mondialement.
L'art préhistorique, ce ne sont pas que des peintures, des gravures, c'est aussi de l'art mobilier, c'est-à-dire de l'art qu'on peut déplacer. On en a ici beaucoup d'exemples. Allez, je m'arrête sur un objet, moi, qui m'interpelle, c'est cet animal. Voilà, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce que c'est ? Alors cet animal, il est en fait gravé et sculpté, quasiment en rond de bosse dans un bois de renne. Et il est interprété comme un félin, traditionnellement. Plus probablement, il peut s'agir d'un bovidé. Il y a des discussions ouvertes. Et c'est en réalité donc un propulseur qui est une arme de chasse qui sert à lancer les saguets. Et cette pièce-là est assez exceptionnelle puisqu'on a vraiment toute une utilisation à la fois de la matière première de ce bois de renne et une véritable gravure sur les deux faces, si bien que c'est un objet de la vie quotidienne qui a aussi une fonction certainement et une portée plus symbolique. Alors, il y a des images qui sont parfois même difficiles à lire, donc j'imagine à réaliser, c'est celles qui sont gravées sur des bâtons, c'est-à-dire sur la totalité de la forme du bâton lui-même. Oui, et juste à côté, on a par exemple ce bâton, toujours sur ce bois de renne, et la gravure très profonde représentant des mammouths, en fait, vient s'enrouler autour de ce bâton. Et en même temps, la thématique, celle du mammouth, est vraiment une thématique forte du gravétien. Mais ça signifie quand même qu'il y avait des gens qui avaient suivi un apprentissage, on ne fait pas ça du premier coup, ils avaient une place dans cette communauté-là. En fait, on a certainement des sociétés, surtout sur ces périodes de la fin du paléolithique supérieur, où on a des organisations sociales, où chacun a certainement son rôle à tenir et où il y a, sans avoir forcément une hiérarchie de ces sociétés, on a une spécialisation. Tout le monde n'est pas, en effet, capable de graver de telles pièces, de même que tout le monde n'est pas un habile chasseur. Voilà, donc on a certainement une organisation des groupes humains assez particulière et complètement adaptée à leur environnement et aux conditions de vie qui sont les leurs. La star des grottes ornées, c'est bien évidemment Lascaux, découverte en 1940 par 4 gamins de Montignac. Ces peintures sont parmi les plus belles jamais découvertes dans le monde. Mais Lascaux, c'est aussi des objets, des témoignages. En compagnie de Pauline, conservatrice, Éric découvre les réserves du musée, où sont entreposés des objets provenant de la fameuse grotte et quasiment jamais montrés au public. Alors, je t'ai préparé un objet un peu particulier, qui est un objet qui vient de la grotte de Lascaux. C'est une aiguille à chat. C'est en os, donc c'est un objet sensible aux conditions climatiques et notamment aux graisses qu'on peut avoir sur la peau, donc on est obligé de se protéger pour le tenir. Il y a un trou au bout, c'est ça, c'est la partie la plus intéressante, le petit trou. Le petit trou, c'est le chat, c'est la partie dans laquelle on passe le fil. Donc une aiguille à coudre, quoi, c'est ça ? C'est une aiguille à coudre. Et c'est fascinant parce que c'est un objet qui n'a pas changé aujourd'hui. C'est exactement le même, c'est ce que juste j'allais le dire. matériau qui a changé depuis des milliers d'années. Tu le disais, c'est un objet fragile, mais aussi précieux, qui est chargé tellement d'histoire. Quand tu l'as dans ta main, avec toutes les précautions que tu as, il y a quoi ? Il y a une petite pression particulière ? Il y a quelque chose, Oui, la première fois notamment, où tu l'as prise ? Forcément une pression particulière parce qu'on a quand même un peu peur de le casser ou de l'abîmer. Et en même temps, une charge symbolique énorme de se dire qu'on touche un objet qui a été touché par un homme ou une femme préhistorique il y a des milliers d'années. C'est très émouvant. Alors partout autour de nous, il y a des dizaines, des centaines de caisses. T'as autre chose à nous montrer de Lascaux qu'on a, allez, on va dire, jamais vu peut-être ? Oui, alors on a des objets effectivement un peu émouvants. Je vais vous montrer. Inédits dans ces réserves. Tu piques ma curiosité là. Qui proviennent de la grotte de Lascaux également. Des objets qui ont été restaurés tout récemment. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ce sont des moulages, des empreintes humaines qui ont été trouvées dans la grotte de Lascaux. Quand cette grotte a été trouvée, il y avait sans doute beaucoup de traces de mains, de pieds des hommes préhistoriques qui ont fréquenté cette grotte. Mais au fur et à mesure de l'exploitation et de l'histoire moderne de la grotte, ces empreintes ont pour la majorité disparu. Et ces moulages sont les seuls témoignages de ces empreintes humaines qui nous restent. Et là, c'est quoi le Alors, petit, c'est un pied, c'est ça ? Celle-ci, c'est ma préférée. Wow. C'est celle que je trouve la plus émouvante, même si c'est peut-être pas la plus évidente à lire. C'est une empreinte d'un enfant d'environ 3 ans. Donc en fait, on peut voir ici le gros orteil, et puis les différents orteils et le talon qui est ici. Quand je pense à la préhistoire,
un peu par réflexe, je vois des adultes. Et on oublie trop souvent qu'il y avait aussi des petits-enfants qui allaient dans les grottes, qui accompagnaient peut-être leurs parents, qui étaient en train peut-être de peindre, puisque qui sait, ces hommes qui ont laissé leurs traces sont peut-être les artistes derrière les peintures. Est-ce que être aussi proche de ces sociétés anciennes, ces sociétés humaines, est-ce que ça change un peu le regard qu'on a parfois sur notre société à nous? Est-ce qu'on la trouve un peu prétentieuse, ayant, qui sait, peut-être un peu perdu un rapport d'ailleurs avec la nature qui l'entoure? À titre personnel, je pense que oui. C'est vrai que du coup, on re-regarde autour de nous les sociétés dans lesquelles on vit, des sociétés où on est de plus en plus peut-être déconnecté du réel. Et étudier ces sociétés-là, c'est au final nous reconnecter avec l'essentiel. C'est moderne en fait, étudier la préhistoire. C'est assez moderne au final, oui.